Pour nous autres, élèves de la seconde 1 du lycée Antoine de Saint-Exupéry des Aveyron, l'année a débuté avec une excellente nouvelle. Cette année, vous avez la chance de faire partie de ce qu'on appelle une classe labellisée TAF. Une classe labellisée TAF, c'est une classe qui va participer à plusieurs sorties sur le thème des TAF, qui sont les terres australes et antarctiques françaises. Un partenariat en fait a été signé entre la rectrice, entre le préfet des TAF et Madame Thomas, la proviseure du lycée, pour que vous puissiez avoir cette opportunité-là. Donc nous allons travailler sur les TAF à la fois dans les disciplines, dans les différentes disciplines, en mathématiques, en SVT, en sciences économiques et sociales, en français, en histoire-géo. Et vous aurez aussi, pour parfaire vos connaissances sur ce sujet, l'opportunité de participer à des sorties, comme je vous le disais, qui seront programmées tout au long de l'année. Première étape, se renseigner sur ces territoires assez méconnus. Après quelques recherches, nous apprenons que les terres australes et antarctiques françaises sont en fait constituées de 5 districts. L'archipel Crozet, l'archipel Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam, la terre Adélie en Antarctique et les îles Éparses. Notre curiosité s'éveille en voyant les images des paysages et de la faune liée à ces terres que nul être humain n'habite de façon permanente. Pour répondre à nos nombreuses questions, nous décidons de visiter le siège des TAF qui est installé depuis l'an 2000 à Saint-Pierre de la Réunion. Monsieur Azalbert, professeur d'histoire-géographie et professeur relais auprès des TAF, est notre guide pour la journée. Grâce à lui, nous découvrons que les TAF représentent une superficie totale de 439 677 km². Mais cette réalité terrestre cache des richesses insoupçonnées. Quand un territoire, un pays possède une île, il ne possède pas qu'une île, il possède une partie de la mer qui est autour. Vous verrez ça avec votre professeur d'histoire-géographie. La règle est simple, à chaque fois que j'ai un territoire terrestre, si petit soit-il, j'ai 200 000 marins autour de ce point. 200 000 marins en distance, ça fait à peu près 350 km. Regardez Tromelin, une tête d'épingle, et pourtant, toutes ces eaux-là appartiennent à la France grâce à la possession de Tromelin. Quand je dis toutes les eaux, c'est la colonne d'eau, donc tout ce qui est dans l'eau, notamment le poisson, et c'est pour ça qu'il faut payer les droits de pêche pour accéder à ces territoires. C'est tout ce qu'il y a sur le fond marin, par exemple les épaves, par exemple les nodules polymétalliques, donc les métaux. Et c'est tout ce qu'il y a dans le sous-sol de ces océans-là, notamment les réserves de gaz et d'hydrocarbures. Donc vous comprenez tout de suite pourquoi, en définitive, il y a pas mal de richesses possibles, potentielles dans ces territoires-là. D'après le droit de la mer, ce sont donc plus de 2,3 millions de km² qui constituent les eaux sous juridiction française administrées par les TAF. Et ces eaux sont très riches, notamment en termes de ressources halieutiques, au premier plan desquelles nous retrouvons la langouste et la légine. La légine est un poisson qui vit dans les grandes profondeurs, aux alentours de 2000 mètres sous la surface. Ce poisson a la chair ferme et très apprécié, notamment sur les marchés asiatiques et américains. C'est un mets de choix et il peut être travaillé de multiples façons. Une fois par mois, on fait de la légine fumée et du grenadier fumé. Il y a un protocole établi par moi et ma collègue. On a mis en place un système de protocole de mélange d'eau et de sel pour pouvoir saumurer la légine. Et la légine est fumée dans le fumoir. Mais quand je vous dis fumée, c'est une fumée à froid. C'est-à-dire que la température maximum de la fumée ne dépasse pas 25 degrés. La pêche est très réglementée dans les eaux dépendantes des TAF. Celle à la légine, par exemple, dépend de quotas fixés dans un arrêté édité par la Direction des pêches et des questions maritimes. Pour le contenu de ce qu'on met dans l'arrêté, pour ce qui est des TAC et des quotas, donc on a un partenaire qui est le Muséum national d'histoire naturelle. C'est notre partenaire scientifique et donc c'est lui qui fait des recommandations tous les ans sur le niveau du TAC. Donc le TAC, c'est le total admissible de capture, donc c'est la quantité globale qu'on va pouvoir pêcher. Donc lui, il nous fait une proposition et ensuite, nous, à la DPQM, à partir de la proposition, on acte ça dans un arrêté. Et après, pour la répartition des quotas, donc entre les navires, c'est défini par le plan de gestion. Et donc là, c'est à notre échelle qu'on produit ça.
Pour la période 2022-2025, 9 couples armement-navires ont été sélectionnés. Chaque navire, qui part effectuer une marée, doit prendre à son bord un contrôleur de pêche dit COPEC. Au niveau de la pêche, le contrôle se fait principalement par l'intermédiaire de nos contrôleurs de pêche qui sont embarqués à bord de chaque bateau qui part pêcher la légine ou la langouste. Donc ils font la marée complète avec l'équipage et donc ils sont en charge de vérifier la bonne application de la réglementation qui a été donc écrite et retranscrite dans les arrêtés. Si la pêche à la légine est tant réglementée, c'est à la fois pour protéger la ressource, mais aussi car ce poisson attire les convoitises. Vendu près de 30 € le kilo à la descente des bateaux, le prix grimpe une fois arrivé dans l'assiette. Des bateaux non autorisés à pêcher dans les eaux des TAF tentent ainsi leur chance. Pour les intercepter, la direction de la mer Sud Océan Indien, la DMSOI, dispose d'un ancien bateau de pêche, l'Osiris II, reconverti en navire de surveillance. Il y a quelques années de ça, il y a eu un navire coréen qui s'appelait le Changyong 91 qui a été sommé de rentrer au port et du coup il s'est mis en face de Cap Bourbon là et c'est le seul depuis plus de 5 ans. Donc c'est assez rare maintenant parce qu'on a quand même au niveau de la surveillance des pêches et notamment avec l'Osiris 2 et les satellites une bonne surveillance de la zone. La pêche illicite non déclarée et non réglementée, dite INN, n'est pas la seule ciblée par les navires de surveillance de la zone. En dehors des pêches INN, vous avez aussi des menaces qui peuvent être constatées. Par exemple, il y a eu jusqu'en 2015 de la piraterie au nord du canal du Mozambique. Donc même si ça ne touchait pas directement les eaux des TAF, ça pouvait être une menace potentielle. Puis vous avez aussi parfois les bateaux de la Marine nationale, notamment le Nivose et le Foréal, font des prises de navires et qui contiennent de la drogue qui part d'Asie et vers le continent africain. Et donc qui passent dans les eaux des TAF et qui sont souvent arraisonnés par des navires de surveillance, des frégates de surveillance dans les eaux des TAF. Notre passage à bord de l'Osiris II nous a aussi permis de découvrir les métiers de la mer, ainsi que les termes propres à la navigation. Il y a des rails entre les deux, et sur ces rails, on accroche des hameçons. Quand je parle des hameçons, on parle de milliers d'hameçons, plus de 8000 hameçons, qui sont tous accrochés les uns à la suite des autres, et on envoie à la mer par ces trappes à l'arrière, en les passant dans cette machine qui s'appelle une bouetteuse. C'est-à-dire au lieu pour faire mordre les poissons, il faut un appât. Cette bouetteuse va mettre toute seule l'appât sur les hameçons. Les hameçons vont filer sur le rail derrière moi et partir à la mer avec la bouetteuse. Il y a 70 hameçons qui partent à la minute. De retour au lycée, nous mettons à profit nos nouvelles connaissances dans de nombreuses disciplines. Ici, en mathématiques, avec notre professeur, M. Janck. Sur quelle péninsule est-elle située ? La cabane est située sur la péninsule et on donne son nom. Se servir de la longitude et de la latitude. Mesurer des données à partir d'une carte. Autant d'exercices qui nous mettent en situation réelle et appliquée. Aujourd'hui, en fait, on est en train de travailler sur la cabane de Molloy, qui est une cabane qui se trouve au Kerguelen. Et avec mon groupe actuellement, nous sommes en train de calculer la distance entre Port-au-Français et la cabane de Molloy. Cette volonté de travailler en pédagogie de projet a été souhaitée dès le départ. Et c'est ce qui a motivé la mise en place de notre classe labellisée TAF. Il s'agissait de construire donc, une équipe pédagogique et donc un collectif avec des objectifs et des valeurs partagées autour de 3 volets essentiellement. D'abord un volet disciplinaire, à savoir que chaque professeur impliqué dans le projet puisse intégrer dans son enseignement et de manière non artificielle des éléments pédagogiques qui étaient en lien et qui sont en lien avec les terres australes. Le deuxième volet, c'était le volet transdisciplinaire qui consistait à afficher aux yeux des élèves clairement que les enseignements, ils ont des ponts entre eux et que les disciplines sont au service des autres disciplines et qu'il ne peut pas y avoir de cloisonnement dans la construction des savoirs. Le troisième objectif, annoncé par la proviseure, concerne le lycée hors les murs. Sur ce point, nous avons été particulièrement gâtés.
car en plus de la visite de l'Osiris II, nous avons eu la chance de monter à bord du mythique navire le Marion Dufresne. Ce bateau de 120 mètres de long, qui peut embarquer à son bord 160 personnes, est utilisé environ 120 jours par an par les TAF pour des missions scientifiques et de ravitaillement. Il faut savoir que les opérations logistiques, il y en a 4 par an. Donc il y a une au mois de mars, une au mois d'août, une au mois de novembre et une au mois de décembre. Le mois d'août, c'est la plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en plein hiver et où là, l'état de la mer est très mauvais. Donc en fait, ce sont pendant ces opérations, souvent du mois d'août, où c'est très compliqué, sachant que le navire Marion Dufresne, il n'y a pas de quai sur nos îles. Donc on est toujours en positionnement dynamique ou sur l'ancre pour pouvoir faire des opérations. Donc c'est l'état de la mer et la météo qui nous permet ou pas de faire nos opérations. La navigation elle-même, dans les districts des terres australes et vers la Terre Adélie, est périlleuse pour 2 raisons principales. Quand on ravitaille les terres australes, donc que ce soit Crozet, Kerguelen ou Amsterdam, on se retrouve seul. Donc tu n'as quasi personne autour en navire qui pourrait te porter assistance. Et donc, si t'arrive quoi que ce soit, tu es absolument tout seul. Et donc tout seul, si tu t'échoues par exemple, il y a des fois tu arrives à te ressortir, mais il y a des fois tu n'y arrives pas. Et donc s'il faut que tu attendes qu'un remorqueur vienne ou tout ça, c'est 10-12 jours minimum. Et pendant 10-12 jours en situation de crise, c'est long. Et donc la grosse particularité, c'est les zones où il n'y a personne. Et après tu as une météo qui est un petit peu plus... on va dire méchante ou plus grosse que ce que tu as dans d'autres zones. Lors des ravitaillements, des équipes de scientifiques sont déposées sur les îles pour effectuer diverses missions. Donc au début on marche en raquette, donc là ça va, mais c'est pas facile, parce que c'est mou, c'est mouillé, c'est pentu. Et en fait on a marché pendant 10 heures. On a fait des petites pauses, une pause de 10 minutes pour manger le midi. L'objectif pour cette équipe, retrouver à l'aide de coordonnées GPS des nids d'oiseaux indiqués par de petits piquets verts. Quand on a trouvé le piquet, il faut donc fouiller le nid, voir s'il y a un poussin dedans, l'attraper, le baguer. Et ça peut prendre très longtemps. Et on avait 99 nids à faire. Autre île, autre mission. Comme ici, dans les îles éparses, les scientifiques doivent compter les traces de passage de tortues venues pondre la nuit. L'occasion d'observer l'émergence des bébés tortues. Un spectacle inoubliable et dans tous les cas, des expériences uniques et fortes. Partir pour la première fois dans les terres australes, c'est une expérience assez unique. Déjà pour le trajet, parce que ça demande d'avoir l'estomac assez accroché parce que c'est de la mer en permanence. Donc moi j'ai un diplôme en biologie marine, donc la mer ça me fait pas peur, mais c'est assez sportif. Et il y a une expérience qui est humaine, déjà, premièrement, parce qu'on vit à peu sur un environnement qui est confiné, quand même, le bateau. Donc ça demande d'être à l'aise socialement. On va créer beaucoup de liens, donc ça, c'est assez fort aussi. Et puis après, la découverte des territoires, la découverte des espèces, où ça c'est assez impressionnant parce qu'on n'est pas habitué, quand on vit en milieu anthropisé, de ne pas avoir de pollution lumineuse, de ne pas avoir de pollution visuelle, de ne pas avoir beaucoup d'humains. Donc c'est une expérience assez unique et je souhaite à tout le monde de la vivre. Sur le pont du navire, l'activité ne s'est pas arrêtée et nous pouvons apprécier le balai des grues en action. En effet, le jour de notre visite, l'équipage du Marion Dufresne a un objectif bien précis à réaliser rapidement. Pas question de chômer. Vu d'en haut, cette agitation ressemble à celle d'une fourmilière. Il faut dire que ce navire possède une capacité d'emport de 4600 tonnes. Alors là, on décharge le fret qui a été récupéré dans les districts, là, donc dans les îles du sud. Et ce soir, il faut que ce soit déchargé. Donc, on a commencé en fin de matinée parce que ce matin, on a déchargé un chaland qui vient de Kerguelen. Donc c'est un peu tendu, mais bon, normalement on va y arriver, il n'y a pas de souci. Pas de souci, à tel point que le capitaine lui-même a pris le temps de nous donner de nombreuses explications sur les instruments du navire. T'es peut-être un peu trop haut. Vas-y. Là. Tu vois pas un peu de lumière? Ouais, je vois. Ouais. Et t'arrives à voir quelque chose dedans ou pas? Ouais. Ah, c'est quoi? Un cadran. Ouais, un cadran, ouais.
Ça, c'est le compas magnétique. C'est le seul équipement qui nous donne le nord et qui ne dépend pas de quelque chose qui fonctionne. Lui, on va dire que c'est un aimant et il se tourne vers le nord. Cette sortie sur le Marion Dufresne a été riche d'apprentissage. Et nous ne sommes pas prêts de l'oublier. C'est quand même fou pour un lycéen juste d'aller sur un bateau, d'interviewer des grandes personnes. Comme je dis, on a beaucoup de chance, donc j'ai pas regretté une seule des sorties. À travers les différentes visites et travaux menés en classe, nous avons pu toucher du doigt les enjeux économiques, scientifiques ou géopolitiques qui sont au cœur des TAF. Une autre réalité nous a été présentée grâce à la venue de l'historien Laurent Boireau. Celui-ci a tenu à nous narrer l'histoire du navire Lutil, qui s'est échoué au XVIIIe siècle sur l'île de Sable, aujourd'hui appelée île Tromelin, avec à son bord des esclaves venus de Madagascar qui ont été abandonnés sur place. Est-ce qu'on pourrait, en montant une mission pour aller là-bas, retrouver ce qui s'est passé à travers l'archéologie, à travers une archéologie marine, d'accord, de voir voilà, le bateau, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et à travers une analyse de l'île, une fouille dans l'île, pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur l'île exactement. 4 campagnes de fouilles menées par l'archéologue Max Guéroux ont été nécessaires pour retrouver les traces des 80 esclaves qui ont dû survivre sur cette île minuscule de 1 km² pendant près de 15 années. Des objets ont été mis au jour, ainsi que des ossements et des structures d'habitation. Des découvertes remarquables à plus d'un titre. Elle est exceptionnelle parce qu'en fait, elle permet de toucher à quelque chose qui est particulier, c'est l'archéologie de la survie. Et cette archéologie de la survie, elle permet d'aborder 2 thèmes, la question en fait du marronnage à La Réunion et la question de comment un groupe d'esclaves survit sur une île post-traite négrière. Et c'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'est le seul lieu où on peut le faire. Donc c'est extrêmement important de pouvoir mener cette opération-là et d'arriver à des résultats qui soient exploitables. Voilà. Et puis c'est exceptionnel dans la mesure aussi où on trouve un matériau qui est unique. On est sur un site en fait qui est similaire à ce qu'il était lorsque Tromelin en fait récupère les femmes sur l'île. Et du coup, on est dans quelque chose qui est l'ordre du geste arrêté. Tout est en place. Et ça constitue quelque chose qui est vraiment énorme, qui est vraiment exceptionnel d'un point de vue des découvertes archéologiques aujourd'hui dans l'océan Indien. Une émotion particulière nous étreint en imaginant ces hommes et ces femmes abandonnés à leur sort. C'est un pan entier de l'histoire de la traite négrière dans la zone de l'océan Indien qui s'ouvre sous nos yeux. Un voyage dans le temps éprouvant pour certains d'entre nous. On se dit que il y a plusieurs centaines d'années, il y avait des gens là-dessus, il y avait des esclaves qui étaient dessus. Ils sont restés plus de 15 ans dessus. Enfin, c'est retrouver des traces de leur passage. Je trouve ça fou. Après avoir été bouleversés par les vicissitudes de l'histoire, nous voilà repartis pour de nouvelles découvertes. Au programme, visite de la base militaire du 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Pierrefonds. À notre arrivée, le hangar de la base était occupé par un contingent de parachutistes encadré par le capitaine Nabil. Une fois que le parachutiste arrive au sol, et en fait ce n'est que le début de sa mission. C'est-à-dire que sa mission, ce n'est pas tellement le saut, c'est ce qui se passe après. Donc il faut savoir plier son parachute, pouvoir retrouver ses camarades, pouvoir se réorganiser, se réarticuler et pouvoir enfin commencer la mission. Après cette première approche théorique, le moment tant attendu arrive enfin. Direction la piste d'atterrissage partagée entre l'aéroport et la base militaire. Nous avons dû attendre le bon créneau de vol pour ne pas gêner les rotations d'avions civils. Pour clôturer la matinée, nous allons monter à bord du CASA CN-235, un avion de transport tactique et logistique utilisé pour les missions variées. Nos missions ici, on est affecté à La Réunion, donc à l'escadron de transport 50 Réunion, qui est basé sur la base aérienne 181. Et les missions sont assez variées, donc il y a pour la moitié de nos heures de vol environ, ça va être du coup le soutien aux îles éparses. Ensuite, il y a un peu de parachutisme au profit du 2e RPIMA.
Et puis ensuite on va beaucoup travailler dans la coopération régionale également. Donc on a des partenaires privilégiés, comme Madagascar par exemple, où on va envoyer, les FASOI, donc les Forces armées zone sud-océan Indien, on va envoyer des détachements qui vont instruire les militaires qui sont présents sur zone. Nous prenons pour un temps la place des militaires dans cet appareil aménagé pour les besoins des missions. À bord, le confort est sommaire, rien à voir avec celui des avions de ligne. En revanche, c'est beaucoup plus impressionnant. L'avion vole bas et permet de découvrir les paysages de La Réunion d'une façon tout à fait surprenante. Outre le plaisir du vol, cette sortie nous permet de mieux comprendre les liens qui unissent les FASOI, les forces armées de la zone sud, de l'océan Indien et les TAF. J'ai deux tâches principales à accomplir à l'état-major interarmé des FASOI. Je suis responsable de la logistique pour toute la zone sud de l'océan Indien, pour toutes les forces armées. Et je suis officier des îles, donc le correspondant privilégié pour l'administration des TAF. Le deuxième RPIMA participe, pas directement à la vie des TAF, mais est impliqué au niveau des TAF parce qu'il envoie 2 détachements sur les îles d'Europa et Juan de Nova. Il ne faut pas oublier également le DLEM, le détachement des Légions étrangères, qui lui envoie un détachement sur les Glorieuses. C'est une mission d'abord de souveraineté, c'est-à-dire de s'assurer que la France garde la possession de l'île et qu'il n'y ait pas une puissance étrangère qui se l'accapare. Ensuite, c'est une mission donc, de soutien aux représentants du préfet des TAF, donc du gendarme, pour l'aider dans ses missions quotidiennes de police des pêches, de nettoyage de la plage et de comptage des traces de tortues. Et enfin, c'est une mission proprement logistique, c'est-à-dire de s'assurer que le camp soit en bon état, réparer s'il y a eu des problèmes, notamment avec les cyclones, et maintenir un bon état des pistes notamment, et de la piste d'atterrissage qui est très important. La vie sur les bases est une vie isolée et réglée sur la maîtrise des besoins. Successeur du Transal, le CASA effectue des rotations régulières pour assurer la relève des personnels, ainsi que le transport de petits matériels dans des conditions un peu particulières. Alors on est approvisionné en nourriture et en eau sur les îles grâce aux avions que vous avez pu voir là-bas, donc les CASA, et aussi par bateau parfois. Donc c'est des ravitaillements qui sont prévus quelques mois à l'avance et donc qui nous permettent d'avoir une autonomie de plusieurs mois sur les îles. Les pistes sur les îles éparses sont assez particulières, elles sont recouvertes de sable. Voilà, donc c'est des pistes qui sont courtes. On a besoin d'avions à hélice pour réaliser ce genre de vol et de posée et de décollage. Voilà, c'est une des raisons principales et après c'est un avion qui est un petit peu un couteau suisse également, qui permet de faire beaucoup de missions différentes et qui est assez adapté en Outre-mer. 2 rotations ont été réalisées. Une partie de la classe a pu découvrir les paysages du sud sauvage vus du ciel, tandis que les autres élèves sont allés en CASA jusqu'à l'aéroport de Saint-Denis pour débarquer un pilote et effectuer un changement de troupe. Dans les 2 cas, l'émotion et les sensations étaient au rendez-vous. Une chance extraordinaire et une expérience mémorable que nous ne sommes pas prêts d'oublier. C'était exceptionnel, première fois. Alors j'ai adoré, on a tous adoré ici je pense. Et personne ne regrettera d'avoir pris cet avion. De retour au lycée, et après avoir vécu tant de moments surprenants, nous mesurons le privilège qui est le nôtre. Le plus marquant, on va dire, c'est les sorties qu'on a pu faire, des sorties exceptionnelles, comme le CASA, le Marion Dufresne, qui est presque inaccessible en fait, qui est très compliqué d'accès. Et la visite des TAF qui a pu nous apprendre plusieurs choses. Et donc ce fut vraiment un projet exceptionnel et il y a beaucoup trop de trucs à retenir de cette année en fait. Un constat partagé par l'ensemble de l'équipe pédagogique. Il va de soi que si je devais renouveler ce projet, je le referais à 100% et que j'en suis très satisfaite. Mais je tiens tout de même à souligner que la satisfaction, elle vient de plusieurs sources. Tout d'abord, je voudrais sincèrement remercier Madame la rectrice et Madame la préfète des TAF de leur soutien, parce que sans elles, ce projet n'aurait pas eu lieu.
Je veux également souligner l'investissement des enseignants, de l'équipe pédagogique dans ce projet, avec bien sûr Madame Boudig qui porte à bras le corps ce projet, mais accompagnée de ses collègues, à savoir Monsieur Jean, professeur de mathématiques, Madame Casals, professeur de SES, Monsieur Jugan, professeur d'anglais, et Madame Leterrier, professeur d'histoire-géographie. Et enfin, je peux aussi noter de ce que j'en ai eu comme retour la satisfaction des élèves. Mais pour cela, je pense qu'il faudrait d'abord interroger les concernés pour voir avec eux les bénéfices qu'ils ont retirés de cette année avec cette classe TAF, bénéfices tant d'un point de vue personnel que d'un point de vue des apprentissages. Au début, j'étais mitigée, je pensais que le projet allait être nul, mais au final, j'ai bien aimé en général, c'était bien. Il n'y a pas de choses que j'ai pas aimées. J'arrivais pas à me projeter dedans, mais après, une fois dedans, je me suis dit ok, c'est cool. Franchement, moi, au début de l'année, j'étais un petit peu perplexe au fait qu'on m'annonce que je suis une classe TAF, parce que je m'attendais à plus de travail. Mais au fur et à mesure des sorties, je me suis rendu compte que en fait, c'était une aubaine d'avoir cette classe TAF. Et j'ai particulièrement aimé la sortie en avion avec le CASA. Je trouve ça incroyable que les élèves de seconde puissent avoir accès à un avion comme ça, faire un vol. J'ai beaucoup aimé cette sortie, donc ça sera gravé dans mes mémoires, je pense, à vie. Au final, cette année a été une année riche d'enseignements et de moments de vie. Nous pouvons dire que nous sommes devenus des ambassadeurs des terres australes et antarctiques françaises, des terres que nous avons maintenant l'impression de connaître et qui semblent nous appeler. Qui sait, peut-être que d'ici quelques années, certains d'entre nous seront à bord du Marion Dufresne, du CASA ou de l'Astrolabe. Promis, si cela se produit, nous vous enverrons une carte postale, avec un timbre d'étaffe, bien entendu.